Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu, bien dans son job. Aujourd'hui, on s'intéresse aux 5 défis pour 2022. On en parlera avec Timothy Lay, cofondateur du cabinet Idoco, un cabinet de conseil, coaching, formation en management. Il est notre invité. Smart Réglo, l'actualité ukrainienne, justement, l'impact du conflit russo-ukrainien sur les relations commerciales. C'est très technique et on fera le point avec Fanny Marcadet, expert en droit des affaires chez SVP Information Décisionnelle. Et puis le Cercle RH, ce sera aujourd'hui un grand entretien avec le président de la CCI France. Il a été élu en janvier dernier. Il est avec nous sur le plateau. Il a la main sur 121 CCI en France, en métropole, en Outre-mer. Il nous expliquera sa mission, son action pour l'emploi et pour l'apprentissage et pour le travail des jeunes. On fera le point avec lui. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, rejoindre l'aventure d'une jeune pousse. On parlera des startups avec Chloé Bourrel, Head of Talent chez Illinois. Elle sera notre invitée à la fin de l'émission. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job, avec Sagid Talentsoft, la solution intégrée de gestion des talents. Bien dans son job. Ça, c'est intéressant. Aujourd'hui, on va faire de la prospective pour essayer de voir, même si l'année est déjà entamée, les défis RH. Il y en a beaucoup. Il y en a 5, en tout cas, selon vous, Timothy Lay. Vous êtes cofondateur du cabinet Idoco. Vous étiez venu nous voir dans un débat sur les risques psychologiques, les burn-out. On en avait beaucoup parlé sur ce plateau. Et vous avez sorti une étude passionnante, les 5 défis RH pour 2022. Vous avez réduit le spectre ou il n'y en a que 5 ? On a réduit le spectre. En fait, si on devait problématiser les 5 défis RH, c'est qu'aujourd'hui, suite à la pandémie qu'on a connue depuis 2 ans, il y a une accélération des transformations des organisations, des transformations du corps social. Et aujourd'hui, on a voulu le résumer en 5 défis RH pour nos clients et bien sûr pour tout l'écosystème RH et les managers. Et la problématique, c'est comment on fait pour travailler ensemble avec un nouveau contrat social suite à toutes ces transformations qui ont eu lieu depuis 2 ans. Et ça, vous le vivez directement avec vos clients. Tout à fait. Ils vous donnent une photographie de la situation dans laquelle ils sont. Tout à fait. En fait, par rapport à la photographie, moi, je parle plutôt de continuité. Ce n'est pas vraiment une rupture, c'est une continuité avec des transformations qui s'accélèrent. Donc, des phénomènes qui existaient avant, en fait, ils s'exacerbent. Typiquement, quelqu'un qui pouvait être en difficulté, on parlait de souffrance psychologique la fois précédente sur le plateau, et ben, ces personnes-là, dans le contexte actuel, ils souffrent d'autant plus. Vous allez parler à des startups tout à l'heure. Toutes les startups sont en recherche de profils tech. Avant la pandémie, c'était déjà une denrée rare. Aujourd'hui, c'est encore pire avec une guerre des talents. Enfin, le mot est un petit peu malheureux. Vous allez parler de guerre en Ukraine, avec une guerre des talents qui existait avant 2019 et qui s'amplifie et qui s'accentue depuis la pandémie. Défi 1, s'adapter à un marché de l'emploi en pleine mutation marqué par des tensions sur les salaires et les recrutements. Ça, c'est un sujet important. Tout à fait. Dans un contexte d'actualité autour du pouvoir d'achat, même si les négos de salaire sont passés, oui. Dans 6 mois, les salariés vont venir frapper à la porte des DRH. Ça, c'est un enjeu. Tout à fait. Par rapport, 2 chiffres rapidement, il y a une hausse historique en termes d'augmentation salariale en 2021, qui était en fait un rattrapage de 2020, qui était une baisse historique. D'accord. Donc on a eu un phénomène de compensation entre les 2 années. 2020, sidération suite au Covid. 2021, du coup, rattrapage et reprise économique. 2022, il y a encore de l'incertitude suite à l'Ukraine. Il y a bien sûr la présidentielle, où c'est le sujet majeur des Français. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a un vrai sujet de rétention autour de la rémunération, mais plus globalement de la reconnaissance. On l'a dit, les Français ont beaucoup donné au travail depuis 2 ans. On a énormément donné. Et évidemment, même s'il y a une hausse historique avec aux alentours de 2,5% en estimation, évidemment, c'est historiquement haut, mais est-ce que c'est suffisant par rapport à tout ce qui a été donné ? Défi numéro 2, puis on verra quelques chiffres intéressants sur les managers, notamment des managers près de 20% qui sont un petit peu perdus, pas loin du burn-out, ça dit quelque chose. Défi 2, accompagner la fin du tout présentiel et la pérennisation du télétravail. Ça, c'est un sujet important parce que c'est la ligne de crête de la fin du tout télétravail avec des articles, des décideurs qui disent « Attendez, on va ramener tout le monde dans l'entreprise ». Parce qu'on va repartir comme avant. Et en fait, on s'aperçoit qu'on ne peut pas repartir comme avant. Ah non, on ne peut pas repartir comme avant. On a beaucoup parlé du future work depuis des années. Et en fait, le future work, c'est maintenant. C'est le présent du travail. C'est le présent du travail. Bah ouais. Aujourd'hui, il y a quand même un consensus pour dire que le mode hybride, c'est-à-dire une combinaison du télétravail et du travail sur site et en entreprise, c'est quand même assez optimum pour les entreprises.
Quoique, il y a toujours un tâtonnement sur le bon système, c'est-à-dire quel niveau de flexibilité, quel niveau de règles commun pour tous les collaborateurs. Il y a toujours cette tension, vous voyez, je parlais du contrat social, c'est finalement, c'est quoi la norme, c'est quoi le cadre que proposent les entreprises d'une part, et c'est quoi la flexibilité, l'autonomie qui est laissée soit aux managers, soit aux collaborateurs dans ce tout télétravail. Alors, renforcer la prévention en matière de santé au travail, et justement, on a ce chiffre, 18% des managers, soit près de 2 sur 10 qui se déclarent, selon votre étude, qui n'est pas un sondage, je le précise, mais c'est du déclaratif, donc vous avez évidemment écouté ce qu'ils vous ont dit, qui se déclareraient en burn-out en septembre 2021. Donc peut-être que le chiffre d'ailleurs a progressé depuis. Ça renvoie directement à la question de la santé au travail et de l'importance que doivent avoir les entreprises sur ce sujet. Elles l'ont intégré, ça, les entreprises, ou pas? Elles sont en train de l'intégrer. C'est ça, là aussi on évolue. On évolue. Alors, c'est un manager sur 5, c'est le baromètre du coup empreinte humaine de début d'année. Exactement. Un manager sur 5, c'est du déclaratif, se déclare en burn-out. Donc en fait, c'est du stress chronique avec des symptômes forts sur sa capacité de réflexion, sur son physique, sur ses émotions. Vous voyez, donc c'est vraiment, enfin, c'est un chiffre qui est vraiment exponentiel par rapport aux années précédentes. Donc 2 sur 5, c'est parce que les managers, en fait, ils sont en première ligne depuis 2 ans. On attend beaucoup d'eux. Ah oui. On parlait du télétravail, mais aussi par rapport à toutes les situations de souffrance, c'est les managers qui doivent traiter en première ligne alors qu'ils ne sont pas forcément outillés. Donc nous, on voit chez nos clients, évidemment, aujourd'hui, il y a plus de prévention, plus d'accompagnement, mais c'est encore le début, il y a encore beaucoup d'efforts à faire sur ce sujet-là. Deuxième chiffre, il est aussi important et plus important. D'ailleurs, 38%, là, cette fois-ci, des Français, c'est une globalité, s'estiment en détresse psychologique en septembre 2021, qui est la date des auditions et Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce qu'on est en progression par rapport à l'année précédente? Et donc, qu'est-ce que doit faire l'entreprise pour répondre à cela? Parce qu'elle doit individualiser, faire des entretiens, proposer des suivis psychologiques. Qu'est-ce qu'elle doit faire? C'est plein de pistes. Je pense déjà on n'a pas suffisamment de recul. Ce qui s'est passé de ces 2 dernières années, les médecins, les psychologues. Oui, on n'a pas la matière. Bon, déjà, là, c'est 4 Français sur 10 qui se déclarent sous stress chronique, anxiété, en détresse psychologique. C'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Et en même temps, on ne sait pas comment ça va évoluer parce que depuis ces 2 dernières années, on a vécu des choses extraordinaires. Historiques au sens premier du mot. En ce premier du mot. Et du coup, on ne sait pas exactement comment est-ce que ça va évoluer. Donc oui, un besoin d'accompagnement collectif, évidemment, mais aussi d'un besoin d'accompagnement individuel, bien sûr. Je pense que c'est ça la nouveauté dans l'entreprise, c'est qu'on travaillait sur un trend assez global et je pense que la nouveauté, c'est qu'il va falloir individualiser en fonction des besoins. Et ça, l'entreprise, elle n'a peut-être pas les outils, peut-être qu'Idoco est là pour les accompagner. Exactement. Il y a pas mal d'outils aujourd'hui qui sont déployés pour mesurer le bien-être. On a des outils de QVT, des outils de mesure de santé mentale. Et ça remonte au RH. Et c'est positif. Mais derrière, si on mesure, derrière, il y a une nécessité de plan d'action. Et les plans d'action, ça passe évidemment par des formations, des accompagnants individuels, ça peut être aussi des coachings, vous voyez, ou bien sûr des lignes d'écoute psy ouvertes à tous 24 heures sur 24. Qui se développent doucement, mais qui existent. Tout à fait. Défi 4, il est intéressant. Là, on quitte un peu, je dirais, l'univers psychologique et on est plus sur un sujet sociétal, mais c'est l'inclusion et la diversité et lutter contre toutes les formes de discrimination. On a fait un débat il y a quelques jours sur l'augmentation des chiffres de propos sexistes et même d'agressions sexuelles en entreprise. Commençons par la prévention de la discrimination. Comment on fait là? En fait, moi, je ne suis pas sûr qu'il y ait plus qu'avant. Je pense que ça remonte plus qu'avant. On en parle plus? On en parle plus. Moi, au contraire, je pense qu'il y en a moins qu'avant. En revanche, maintenant, on ne le tolère plus en entreprise et ça remonte par des outils, par la fonction RH, par les représentants du personnel. Du coup, moi, je dirais plutôt c'est une avancée sociale. C'est-à-dire, on en parle plus, c'est plus tabou. Harcèlement sexuel, harcèlement moral, c'est des termes que maintenant les gens connaissent. Il ne faut pas non plus en parler à travers parce que c'est des sujets lourds et graves. Mais pour moi, c'est plutôt des sujets qui sont mieux compris par les entreprises et il y a de plus en plus de prévention. Donc ça, c'est positif. 57% des 18-34 estiment que leur entreprise devrait accroître la diversité et l'inclusion sur le lieu de travail qui fait qu'une minorité, malgré tout, considère qu'elle ne fait pas assez. En fait, par rapport à ce que je vous disais sur les phénomènes, les jeunes générations, donc la génération Z, on va y arriver. C'est exacerbé chez eux. C'est-à-dire le sens qu'on veut trouver dans son travail, la lutte contre les discriminations, pour l'inclusion, pour finalement pouvoir venir avec sa personnalité en étant authentique et bien sûr professionnel. Tout ça, c'est exacerbé chez les jeunes générations et ça pousse en fait toutes les autres générations à être plus exemplaires. Il y a un vrai besoin d'exemplarité.
Et le défi numéro 5, encore une fois, je précise que vous avez réduit le spectre parce qu'il y a plein d'autres défis, mais ça, c'est les défis les plus importants. Répondre aux attentes de la génération Z, arriver sur le marché du travail. Comment vous la définissez? C'est des jeunes, c'est des 18-25, la génération Z, c'est cela? À peu près cela, oui, effectivement. Par rapport à la nouvelle génération, avant, on pouvait rentrer dans une entreprise où on se disait « Ok, c'est pas le job de mes rêves, mais je fais ce job-là pendant 3 ans, après je pourrai avoir cette promotion, puis après j'aurai ce train de carrière, et à 10 ans, je serai à peu près là, et ça va me convenir. » Vous voyez, donc avec un espace mental plus long, une carrière Là, plus c'est longue. quoi? C'est 6 mois, quoi. Mais non, en fait, là, c'est immédiat. C'est-à-dire, c'est plus transactionnel, finalement, c'est je signe mon job si, en gros, le contrat immédiat me convient. Et donc, ça pose... Enfin, on peut pas... Il se projette à 10 ans, quoi. C'est tout de suite et maintenant. C'est tout de suite et maintenant, exactement. C'est avant le DRH, le manager pouvait dire, bon, aujourd'hui, il y a des avantages et inconvénients dans ton job. Mais il faut prendre le temps d'eux, et tu verras que... Exactement. Et là, la génération Z lui dit, ben non, c'est maintenant. C'est maintenant. Par ailleurs, dans les fiches de poste et dans la manière dont se gère la relation avec cette génération Z, on voit rapidement, on en revient à la flexibilité, on en revient au télétravail. Finalement, c'est eux qui accélèrent le processus de transformation. En fait, c'est des mouvements de fond. Nous, ce qu'on constate, c'est des choses qui ont été évoquées il y a 10, 20 ans. Enfin voilà, la RSE, tous ces termes-là ne sont pas nouveaux, vous voyez. Non. Sauf que c'est exacerbé, encore une fois, chez les jeunes générations. Et c'est plutôt positif parce que même si, vous voyez, avec l'énergie de la jeunesse, parfois, c'est pas très, c'est pas très clair ou c'est peut-être trop. Mais en revanche, ça pousse les autres générations à être plus exemplaires et à prendre plus ces sujets à bras-le-corps. Juste un mot, il y a une mutation du travail, de la manière dont on travaille, de la manière dont on exerce son travail sur ces lieux de travail. Est-ce que vous croyez au débat des lieux tiers? Est-ce que vous croyez au développement de l'indépendance? Parce qu'on a aussi dans cette génération Z des multi-activités, des gens qui viennent prendre un emploi puis qui en même temps sont autopreneurs et développent un petit business en parallèle. On a l'impression qu'on a atomisé le travail. Moi, je remettrais on a un peu parlé du télétravail. Quand on était en travail, seul chez soi, on s'est beaucoup posé la question du sens. C'est ça. Tout le monde s'est posé la question du sens. Est-ce que mon métier a un sens? Est-ce que ce que je fais a du sens? Du coup, les entreprises qui ne s'interrogent pas suffisamment sur le sens, donc soit la mission de l'entreprise, mais le sens, ça peut être aussi de travailler ensemble. Vous voyez, on vient sur ce plateau, il se passe des choses. Le sens, c'est pas simplement ce qu'on fait, c'est comment on le fait. Et si on se pose pas la question de ce sens, évidemment, on va chercher le sens autre part. Et du coup, peut-être... D'où la multi-activité. D'où la multi-activité, par exemple. C'est comme ça que vous pouvez l'expliquer, en tout cas. C'est un des facteurs d'explication. Je ne m'y retrouve pas dans mon poste en CDI, CDD, donc je vais aussi m'épanouir à côté parce que c'est là où je trouve du sens. Exactement. Donc c'est à l'entreprise aussi de réfléchir à la manière dont elle propose le sens à l'intérieur de l'entreprise. Et on parlait aussi du curseur entre mes besoins individuels, mon autonomie, mes valeurs et mes croyances et le cadre de l'entreprise. Et oui. Et c'est où est-ce qu'on met le curseur et comment finalement on élabore un projet commun qui a du sens pour tout le monde. Comment on se rencontre et où chacun peut s'exprimer à titre individuel tout en restant bien sûr professionnel. Timothy Lay, ça me fait très plaisir de vous accueillir une nouvelle fois sur ce plateau, cofondateur du cabinet IDOCO, cabinet de conseil, de coaching et de formation en management et ressources humaines. Avec cette étude, lisez-la, il y a un édito, 5 défis RH pour 2022, réalisé par IDOCO. Donc si j'ai bien compris, vous l'aviez réalisé en septembre 2021. On l'a réalisé en janvier 2022. Janvier 2022, avec des auditions, des entretiens faits entre septembre et décembre. Tout à fait. Merci Timothy Lay. La suite de notre programme, c'est l'actualité, la crise russo-ukrainienne et notre rubrique Smart et Réglo, le droit, rien que le droit, c'est tout de suite. Smart et Réglo, le droit, rien que le droit. Et on va s'intéresser aujourd'hui, alors non pas à un point et un détail, un éclairage sur notre code du travail par exemple, mais on va s'intéresser à l'impact du conflit russo-ukrainien sur les relations commerciales. Évidemment, beaucoup se sont posé la question en macroéconomie, est-ce que les entreprises doivent fermer ? Mais il reste évidemment des contrats en cours. Il y avait des échanges avant la guerre et on en parle avec Fanny Marcadet. Bonjour Fanny. Bonjour. Experte en droit des affaires chez SVP Information Décisionnelle. Comment ça se passe là dans le concret russo-ukrainien, ça pourrait être 2 autres pays, face à une impossibilité d'exécuter le contrat conclu lorsqu'il y a eu un contrat qui a été signé dans le cadre de cette guerre. Est-ce qu'une entreprise française peut invoquer le cas de force majeure concrètement ? Alors effectivement, plusieurs entreprises se posent la question et qui est tout à fait donc légitime. Avant de pouvoir vous répondre, je reviendrai sur la définition rapidement de ce qu'est la force majeure finalement. Important. La force majeure donc est bien codifiée dans notre code civil et donc c'est un événement qui vient empêcher totalement l'exécution du contrat, qui échappe totalement au débiteur et qui ne pouvait être prévu et anticipé lors de la conclusion du contrat. On est dedans.
on est clairement dedans. Et je mets un bémol. On parle bien d'une entreprise française qui aurait signé un contrat avec l'Ukraine, parce qu'on peut aussi envisager le débat avec une entreprise russe, ce qui est peut-être différent. Bien sûr, bien sûr. Donc il faut toujours vérifier avant tout déjà le droit applicable, hein, bien entendu, parce que chaque droit est propre, même si dans nos droits voisins, on le retrouve, hein, ce cas de force majeure, notamment au Portugal, en Espagne ou d'autres pays similaires. Donc il faut toujours vérifier donc, les critères de la force majeure pour justement imaginer si oui ou non le cas de l'Ukraine pourrait être retenu comme cas de force majeure. Donc il y a des conditions préalables. Il y a effectivement des conditions. Donc j'en reviens à ces 3 fameuses conditions qu'on évoque souvent au travers de la jurisprudence, qui sont donc l'imprévisibilité, l'irrésistibilité et l'extériorité. Donc l'imprévisibilité, tout simplement, ça doit prendre de court le débiteur. L'irrésistibilité, les effets sont en fait impossibles à anticiper. Un débiteur quelconque n'aurait pu finalement les anticiper lui-même. Donc vraisemblablement, l'Ukraine pourrait être un cas de force majeure, mais je dis bien pourrait au conditionnel, parce que la jurisprudence ne s'est pas prononcée en la matière. Et par ailleurs, il faut surtout que le co-contractant soit vraiment dans l'impossibilité totale d'exécuter le contrat, et non seulement que ce soit un déséquilibre, ou du moins qu'il devienne trop onéreux à exécuter. À défaut de force majeure, alors d'abord, juste un mot, parce que je ne sais pas si le conflit russo-ukrainien ou la guerre russe en Ukraine rentre dans l'article 12-18 du Code civil. Il rentre dedans, oui ou non, vraisemblablement. Vraisemblablement. Parce qu'il y a quand même des critères on coche des cases là. Hein. Voilà, on coche des cases, mais l'imprévisibilité, c'est tout l'enjeu. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'imprévisibilité, on va regarder au moment où on invoque la force majeure. Donc c'est-à-dire que si on invoque au moment, là, à l'instant T où nous parlons la force majeure, il y a de fortes chances que ce soit remis en cause, puisque c'est devenu une réalité, cette guerre. Ça fait un mois. Ça fait un mois. Donc c'est dès le départ. Exactement. À l'inverse, si on l'invoque le 24 février, la date où il y a eu la première opération militaire de la Russie envers l'Ukraine, là, il y a de fortes chances que ce soit retenu. Donc tout l'enjeu est le moment. L'imprévisibilité, vous l'avez évoqué, qui sont ces 3 critères, il faut les examiner, c'est le juge qui le fait. Est-ce qu'il y a des mécanismes, au-delà de ces mécanismes généraux, des mécanismes contractuels, à travers des clauses spécifiques, par exemple, qui peuvent être prévues justement pour trouver une parade? Bien sûr, bien sûr. Donc la clause de force majeure, justement, qui permet de moduler et de prévoir contractuellement, très précisément, quels vont être les événements qui pourraient être retenus comme cas de force majeure. Très souvent, dans les contrats, on va retenir tous les événements naturels, ouragans, etc. Il faut donc étendre cette clause pour justement anticiper des conflits comme celui-ci qui sont tout importants. Donc vous dites que les conseils de ces entreprises qui sont engagées dans des négociations commerciales et qui échangent doivent rajouter guerre, risque de conflit. Mais j'imagine que c'est déjà dans le contrat de base, ça. Effectivement. Alors, souvent, c'est ce qu'on pense, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, il faut le faire ajouter. De nos clients. Donc il faudrait effectivement ajouter ça dans les clauses. Après, c'est toujours compliqué d'amender, parce qu'il faut toujours finalement avoir l'accord de la partie adverse, bien entendu. Bah oui. Donc tout l'enjeu est dans la négociation à ce niveau. Donc une entreprise qui travaillait avec une entreprise ukrainienne, et dont cette entreprise ukrainienne donnait une matière première vitale pour l'entreprise, qui ne peut plus derrière produire, on l'a vu avec Michelin, peut enclencher avec l'entreprise ukrainienne cette question de l'article 12-18. Comment c'est ça? Alors, donc il y a plusieurs... C'est dans quel cas concret que ça se passe, ça? Alors il faut bien distinguer deux choses, puisqu'on entend la force majeure comme ça. Bah oui, on jette la force majeure. Exactement. Alors on distingue la force majeure, et je voulais vous en parler, la théorie de l'imprévision. Voilà. La théorie de l'imprévision, pourquoi? C'est un mécanisme qui permet une renégociation du contrat. Pourquoi? Tout simplement puisque le contrat devient excessivement onéreux pour l'une des parties qui n'a pas accepté d'en assumer les risques. Donc c'est le cas que j'évoque là. Exactement. Donc par conséquent, qu'est-ce qui se passe? On demande une renégociation. Mais en cas d'échec de négociation, eh bien, soit on demande le juge, soit à l'inverse, on demande carrément la résolution du contrat, ce qui n'est pas forcément... On rompt le contrat. Il est possible de résoudre le contrat si les deux parties sont d'accord. C'est ce que je voulais vous dire. Qui fait la médiation? Parce que alors c'est pour ça qu'on a souvent recours au juge. Donc on perd du temps. D'où l'intérêt des fameuses clauses de
de hardship. Clause de hardship qui littéralement veut dire clause d'épreuve et donc qui permet c'est de du privé. Exactement, qui permet de prévoir cette imprévisibilité. On prévoit l'imprévisibilité et on module dans les clauses tout un tas d'événements qui pourraient enclencher justement cette clause de hardship. Juste un détail, dans cette clause de hardship, qui fait la médiation si ce n'est pas le juge? Alors, il est possible de prévoir même au sein de ces clauses que c'est donc le nom de la juge, personne qui sera le médiateur. On peut prévoir un médiateur, on peut prévoir un arbitre, on peut prévoir un certain nombre de mécanismes. Tout est modulable, c'est contractuel, tout est possible et il faut être très très rigoureux dans la rédaction même de ces clauses. Fanny Marcadet, est-ce que dans le cadre d'un contrat international, j'évoquais tout à l'heure ces liens entre la matière première et une usine, une entreprise française, est-ce que ce contrat hardship, enfin cette clause hardship, peut être utilisé concrètement? Oui. Alors, tout dépend encore une fois qui est l'autre partie co-contractante et surtout quel est le droit applicable au sein du contrat. Tout l'enjeu en fait va être le droit sélectionné. Mais avant de nous quitter, il y a quand même un sujet sur le conflit russo-ukrainien, c'est-à-dire que si je suis en affaire avec une entreprise ukrainienne, l'entreprise ukrainienne qui est leader dans une matière première va dire mais attendez, nous aussi on n'a pas le choix, puisque nous-mêmes, nous avons été attaqués par les Russes. C'est pas du tout pareil que si j'étais en affaire avec une entreprise russe. Vous voyez la différence? Bien sûr. Là, c'est compliqué, c'est subtil quand même, parce que l'entreprise ukrainienne dit moi aussi, je peux être victime de la force majeure. Moi aussi, je suis victime de la guerre. Bien sûr. Alors, vous prenez justement le cas de l'Ukraine. Ils ont annoncé très clairement sur leur site de la Chambre du commerce et de l'industrie que ce conflit était bien évidemment un cas de force majeure. On était sur un événement imprévisible, extraordinaire, inévitable. Donc, bien entendu, ce cas de force majeure est retenu par un pays comme celui-ci et il semblerait qu'un certain nombre de pays indiquent la même solution puisque finalement, soit on est impacté par les sanctions qui sont émises par rapport à ce conflit, soit directement par l'augmentation des coûts de production de matières premières. Donc finalement, on s'y retrouve, tout le monde est impacté. Mais il ne faut pas tout confondre parce qu'en tant qu'entreprise, on n'est pas forcément directement impacté. Notre contrat n'est pas nécessairement empêché et donc c'est toute la frontière entre la force majeure et l'imprévision. Donc là, dans le cas du conflit ukrainien, enfin l'invasion russe en Ukraine, lorsque les entreprises voient écrit sur la Chambre de commerce ukrainienne force majeure, ça leur donne quoi comme garantie là, à ce moment-là? Alors, ça leur permet deux effets. Soit il s'agit d'un empêchement donc dit temporaire, et donc dans ce cas-là, tout simplement le contrat est suspendu. Oui. Soit il s'agit d'un empêchement définitif, et donc dans ce cas-là, le contrat est résolu de plein droit. On aura le cas, j'imagine, dans les accords commerciaux de blé, puisque si j'ai bien compris, les Ukrainiens n'ont pas pu semer l'ensemble de leur production, si j'ai bien lu. Et donc, il y aura un manque à gagner pour les coopératives qui importaient de l'Ukraine. Ça, c'est peut-être un de vos clients qui viendra frapper à la porte des SVP Information décisionnelle. Merci Fanny Marcadet d'être venue nous rendre visite, experte en droit, justement des affaires et sur ces sujets éminemment extrêmement techniques. On fait une courte pause et on va accueillir dans un grand entretien dans le cercle RH Alain Di Crescenzo. Il est le nouveau, depuis 3 mois maintenant, président de CCI France. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? À quoi sert cette tour de contrôle? Eh bien, qui coordonne 121 CCI. On va faire le point. On va parler emploi, on va parler apprentissage. Il est notre invité dans Smart Job. Le cercle RH, un grand entretien aujourd'hui pour découvrir le président de la CCI France, Alain Di Crescenzo. Bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir sur le plateau de Smart Job. Cela fait 3 mois que vous êtes à la tête de janvier, élu 25 janvier, un petit peu moins de 3 mois, élu à la tête de CCI France, alors qu'il y a ce nouveau nom, une marque chapeau. 121 CCI en France, métropole et outre-mer, il ne faut pas les oublier. Et vous êtes le président de cette CCI France. Alors on va rappeler ce qu'est la CCI, c'est le réseau des chambres consulaires, ce sont des chefs d'entreprise qui siègent, et vous êtes vous-même un entrepreneur, XAO Industrie, qui est un éditeur de logiciels, vous venez de la tech. Vous avez, quand on est président d'une institution comme la CCI France, est-ce qu'on a encore le temps de s'occuper de ces activités où on est à 150% sur la CCI? Vous savez, moi, ça fait des années que je suis à 150%.
sur les deux. Sur ma vie. Voilà, non, on est à 150%. Et puis, il ne faut surtout pas laisser tomber son activité. Vous voyez, le drame, des fois, des institutions, c'est de se déconnecter du terrain. Et je crois qu'il est très important, quand on est président de chambre de commerce, de garder une activité professionnelle et de garder aussi une activité avec les territoires, les chambres de commerce territoriales, de façon à véritablement être en prise avec le terrain. CCI France, alors il faut juste faire un tout petit peu d'histoire, parce qu'il y a eu toute une réforme 2008 sous l'ère Nicolas Sarkozy qui avait dit on va faire le grand Big Bang des CCI, on va les concentrer, on va en réduire, on va créer des CCI régionales, et puis on va créer une institution, et puis est née cette CCI France dont vous êtes aujourd'hui le président. L'idée c'était de faire mieux avec moins. Mais écoutez, c'était ça la philosophie des CCI à ce moment-là. Je sais pas, l'idée, je ne sais pas ce que voulait faire Nicolas Sarkozy, mais en tout cas, il y avait une idée d'optimisation, sans doute. Et sans doute une idée de lisibilité aussi, de donner plus de lisibilité au réseau. Et je crois que cette réforme a au moins réorganisé et a créé des véritables échelons, parce qu'on était en pyramide inversée, qui était un peu complexe, avec effectivement les territoires qui font la proximité et le travail de terrain, les régions qui ont un rôle d'ensemblier et de redistribution de la taxe pour frais de chambre, donc cette fameuse ressource fiscale. C'est votre ressource, hein ? C'est notre ressource, mais pas principale. Principale. Vous savez qu'on a aussi notre chiffre d'affaires, entre guillemets, et puis la tête de réseau qui est là pour piloter, pour animer ce fameux réseau. On va parler de l'apprentissage, parce que vous êtes très engagés, les CCI, sur l'apprentissage, l'accompagnement avec les écoles. C'est la loi qui vous autorise, évidemment, vous êtes un organisme public, mais qui a vocation à fonctionner. D'ailleurs, quand vous vous exprimez, c'est intéressant, vous parlez des CCI comme une entreprise, vous parlez de chiffre d'affaires, vous avez des recettes. C'est un peu ça l'idée ? Et j'ai des clients. Et vous avez des clients. Non, mais c'est quand même une révolution, ça. On ne parlait pas comme ça il y a encore 10 ans. Elle est peut-être un peu personnelle, c'est là. J'ai l'impression. Ouais. Écoutez, donc, nous sommes des entrepreneurs qui pilotons des établissements publics. Alors, c'est un peu compliqué, mais sous tutelle de l'État. Mais nous sommes des entrepreneurs. Et le risque, c'est de quitter cette casquette d'entrepreneur. Il ne faut jamais la quitter. C'est pour ça que je veux aussi garder mon job, si vous voulez. Et donc, on pilote ces établissements publics avec du très long terme, mais avec le souci de l'entreprise. Revenons au court terme, parce que les CCI, aujourd'hui, accompagnent les TPE, les PMI, les ETI. Il faut le dire, dans un étrange phénomène. On a eu un rebond économique à l'issue de ces crises Covid, où les entreprises sont reparties. Pas de dépôt de bilan, ou très peu, enfin en tout cas inférieur à ce qu'on avait imaginé. Un chiffre de croissance qui était florissant, à +8. Et puis nous voilà repartis dans un trend de croissance hésitant, entre 3, 2, 8, on parle d'un 5. Qu'est-ce que vous disent les chefs d'entreprise et qu'est-ce que propose aujourd'hui la CCI pour essayer d'amortir ce qu'on nous prédit comme être un nouveau choc économique ? Premièrement, cette crise d'Ukraine, si vous voulez, c'est un drame humain et un gâchis économique. Pourquoi un gâchis économique ? Parce que vous l'avez dit, dans une période où on sortait de cette crise de Covid, des fois un petit peu renforcée. Parce on s'est plus digitalisé, on a été plus proche du terrain, plus proche de nos clients, etc., même avec la distance. Alors qu'on allait compenser en 2021 avec 4% de croissance le trou d'air de 2019. L'emploi repartait. Voilà. À ce moment-là, donc si vous voulez, cette crise ukrainienne est venue nous casser les jambes. Voilà, c'est ça. Et donc c'est un gâchis parce qu'il y avait un dynamisme, une foi dans la conquête, dans la croissance, dans la durabilité que moi je n'avais jamais vu depuis longtemps. Et c'est vrai que là, nous replongeons nos entrepreneurs dans le doute. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nos entrepreneurs ont moins confiance dans la période Covid. C'est quand même la confiance a baissé. Terriblement. Ils vous disent quoi ? D'abord, en première ligne, les entrepreneurs, ceux que vous croisez, ceux qui sont d'ailleurs membres des réseaux consulaires, ils vous disent, globalement, moi, j'ai une augmentation des prix de matières premières, qu'on soit dans la tech, les composants, mais qu'on soit dans l'agriculture, que l'on soit dans l'agroalimentaire. Ils vous disent, moi, j'ai des augmentations de 30 à 40%. Et derrière, comment je fais avec mes clients ? Alors, il y a une angoisse, là. Ils nous disent deux choses. Ils disent, premièrement, comment je vais faire pour continuer à commercer ? D'accord ? Notamment avec les pays qui sont touchés. Deuxièmement, ils nous disent comment faire pour pricer, ce que vous dites, les matières premières, mais l'énergie. J'ai un exemple très clair dans une verrerie en Normandie. Bien sûr. Verrerie, prix du gaz multiplié par 4, de l'électricité multiplié par 3. Et quand vous voyez l'impact là-dedans de l'énergie dans la verrerie, c'est essentiel. L'engrais, 80% du coût de l'engrais, c'est de l'énergie. Ce qu'ils gagneront sur l'augmentation du cours du blé, qui a pris, évidemment, on regarde les cours, ils le perdent avec les engrais. Oui, mais il n'y a pas que du blé en plus. Je vous rappelle, c'est la même chose pour la nourriture animale, etc., sur les protéines. Donc, ce que nous disent donc, nos entrepreneurs, c'est que déjà, ils sont terriblement en difficulté.
Alors, le deuxième élément, en dehors du prix de l'énergie, c'est le prix des matières premières. Mais pas que. C'est le problème d'approvisionnement des matières premières. Bien sûr. C'est-à-dire que ça coûte Bien cher. sûr. Mais qui plus est, aujourd'hui, dans les stats que j'ai, on a sourcing. questionné 60 000 entreprises. Donc, c'est pas un petit échantillon. Nous disent, devant nous, on a un mois de composants électroniques, on a un mois de produits d'engrais, etc. Et ensuite, c'est blackout, quoi. Après, c'est rien. Et certaines entreprises, et beaucoup d'entre elles, nous disent, je vais être obligé de réduire, voire d'arrêter ma production. Voilà. Donc, ce que nous disent les entreprises, donnez-nous du court terme. Alors, évidemment, les PGE, les prêts, etc. Mais surtout, rapidement, donnez-nous des solutions pour sourcer différemment d'autres produits. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, les chefs d'entreprise sont, vous le dites, dans une baisse de confiance, une inquiétude sur leur sourcing, et ce qui veut dire que tout ça a une incidence sur l'évolution des embauches, sur leur stratégie, leurs investissements. Ça veut dire que ce qui n'a pas été le cas pendant le Covid, c'est la crise ukrainienne qui peut mettre en vraie difficulté des entreprises avec des risques de fermeture. Des risques de fermeture, évidemment, tous les investissements sont revus à la baisse. Et la politique d'embauche, alors, la chance, si vous voulez, parce qu'on est dans une quasi plein emploi. Bon, c'est un peu compliqué de parler avec tout ce que on évoquait ce mot, voilà, en tout cas. on évoquait ce mot, et aujourd'hui, si vous voulez, on pourrait aller vers du downsizing, ce qui est vraiment terrible, et puis c'est le contraire de l'esprit d'un entrepreneur. Je reviens sur les prix. Les prix, c'est quelle capacité a un sous-traitant d'augmenter ses prix, de négocier avec ses donneurs d'ordre son donneur de l'augmentation de prix. Et là-dessus, on nous demande aussi d'intervenir. De faire, entre guillemets, un peu de médiation / communication auprès des grands groupes ou des grands donneurs d'ordre. Alors, vous êtes aussi dans une mission, la CCI France, alors le mot est impropre, mais une forme de lobbying, en tout cas vous êtes un acteur privilégié, parce que vous parlez au nom de ces 121 réseaux consulaires, au ministre de l'économie, peut-être même au président de la République, alors on est en campagne présidentielle, mais qu'est-ce que vous leur dites, qu'est-ce que vous portez sur vos épaules? Vous leur dites, il faut continuer le quoi qu'il en coûte, on n'a pas le choix, il faut continuer à soutenir les entreprises, parce qu'on nous annonce une guerre qui va durer, le front de l'Est est en train de s'installer, ça veut dire que ça va durer. Qu'est-ce que vous avez dans votre hôte à poser sur le bureau du ministre de l'économie aujourd'hui et du prochain qui arrivera dans un mois? Oui. Alors, ce que je dis, premièrement, c'est qu'effectivement, il faut continuer à soutenir les entreprises. Le quoi qu'il en coûte, je peux le dire jusqu'à demain, ça c'est de l'incantation, on ne sait plus le faire. Par contre... On ne sait plus le faire. Le quoi qu'il en coûte, non, c'est plus possible. Vous savez plus remettre 100 milliards d'euros sur un plan de relance aujourd'hui, très compliqué. Vous savez que l'Europe est en train de travailler là-dessus pour libérer des crédits, mais ça, on ne sait plus le faire. Enfin, les aides essence, les aides d'énergie, c'est 40 milliards. Hein, donc on en a donné quand même là. Oui, encore. mais c'est plus du quoi qu'il en coûte. C'est plus tout à fait le quoi qu'il en coûte. Donc la recommandation qu'on fait, c'est de travailler par priorité, par segmentation, de façon à intervenir au plus près de ceux qui ont des risques importants. Des risques d'arrêt d'activité, des risques de diminution très importante d'activité, des risques de débauche, c'est là-dessus qu'on leur dit. Alors, qu'est-ce qu'on leur dit? Et puis concernant les chambres de commerce, c'est qu'on a abandonné l'accompagnement généraliste. Vous savez, moi, vous me parlez de 2008. La réforme. La réforme. Mais on avait pour beaucoup de l'accompagnement généraliste. Ça veut dire qu'on réunissait des gens dans des salles, on en faisait une trentaine, et puis on faisait passer les messages. Aujourd'hui, quand vous regardez ce qui s'est passé avec le Covid, quand vous regardez ce qui s'est passé avec la crise ukrainienne, c'est du coût humain. Et ce qu'on dit donc au gouvernement, c'est qu'il faut des mesures. Il faut des mesures pour faire le dernier kilomètre. Et un des acteurs du dernier kilomètre, ce sont les chambres de commerce. L'emploi, la formation, parce que on est engagé dans et vous le dites, dans un trend qui est un petit peu sombre. Hein, là, on rentre dans une période un petit peu de turbulence pour les entreprises. Vous les accompagnez. Mais il faut aussi penser à tous ces jeunes qui vont se former, qui vont chercher un emploi, parce que c'est la France de demain. Vous les accompagnez, ces jeunes, dans l'apprentissage. J'imagine que vous applaudissez des deux mains quand on vous voyait les chiffres, parce que vous y avez contribué, de signature des alternances, des apprentissages. Ouais. Enfin, on a fait un virage incroyable. Ouais, attendu. Et vous savez, c'est bien parce qu'on savait ce qu'il fallait faire, on l'a fait. Ça fait longtemps que certains disaient il faut le faire, mais ça ne se faisait pas. Vous vous rappelez de ce complexe allemand des 1 million d'apprentis, Ah oui, etc. ça c'est clair. On est passé en 3-4 ans de 400 000 à 700 000. Alors, ce n'est pas de l'incantation, encore une fois. Qu'est-ce qu'on a fait? On a donné des mesures incitatives aux entreprises. C'est 8 000 euros donc par entreprise et par apprenti. Deuxièmement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a structuré donc l'acteur, le formateur, c'est-à-dire les centres de formation, on a aidé à les structurer, à les financer avec un coût contrat. Quand, d'une part, vous faites de l'incitation et que vous avez de la qualité de prestation de service, vous augmentez mécaniquement le nombre d'apprentis. Le risque, monsieur, c'est qu'on se dise, on a gagné,
c'est génial, on a fait un bon coup, on arrête. Ça serait catastrophique, on redescend à 400 000. Il faut continuer. Il faut continuer. Sur le même niveau, puisqu'on est à 700, c'est un peu compliqué parce qu'il y a les entrants, les sortants, mais on est à 730 000. Oui, c'est ça. Et ça coûte pas cher. Parce que si vous regardez 8 000 ou 5 000 euros, d'un côté, de l'autre côté, ce que coûte un jeune au chômage et un jeune désespéré, je vous assure que la balance est en faveur de renforcement de l'apprentissage dans notre pays, et on doit être fiers de ça. Il y a un débat qui est posé aujourd'hui et qui vous est posé à travers les chefs d'entreprise que vous représentez ce matin, c'est un enjeu fort. Il va y avoir des tensions sur le pouvoir d'achat. Vos salariés dans votre entreprise vont vous dire, moi aussi, j'ai ma petite entreprise familiale, j'ai pris 25% sur l'énergie, j'ai pris 20% sur l'alimentation, j'ai pris 5% sur la téléphonie. Patron, il faut m'augmenter. Ouais. Qu'est-ce que vous leur dites ? Patron travaille là-dessus, parce qu'un patron, c'est avant tout un humain. Un patron ne sait pas fonctionner sans ses collaborateurs. Voilà. Donc on travaille. Alors vous voyez, je reviens dans ce que Et ça, c'est un sujet qui est posé à l'ensemble du réseau, qui doit vous dire, écoutez, Président, je ne peux pas augmenter de 10% les salaires, puisqu'en même temps, moi, j'ai quand même des coûts qui sont gigantesques. Voilà. Enfin, c'est un casse-tête quand même. C'est un casse-tête, mais ça veut dire la transparence, ça veut dire la discussion, ça veut dire le temps, ça veut dire la négociation. C'est ce que font toutes les entreprises aujourd'hui. Et quand vous dites que je représente 121 chambres de commerce, c'est vrai. Mais derrière, il y a 3,8 millions d'entreprises qui sont nos clients. Et donc, on leur donne des outils pour recruter, on leur donne des outils pour mieux négocier, pour appréhender, pour décrypter un petit peu les accords qui se passent aujourd'hui, les évolutions de salaire, parce qu'effectivement, on est dans l'incapacité, en moyenne ou globalement, de suivre des inflations. Quand vous regardez... On est d'accord, c'est ça le problème. C'est que si l'inflation va être à 4, 4,5, peut-être 5. Peut-être on va partir à 5, les Allemands sont à 8. Vous ne pouvez pas suivre. Ça veut dire que le salaire a fondu. Ça veut dire que le pouvoir d'achat a diminué. Donc ça veut dire qu'il y a deux acteurs économiques qui doivent se parler, qui sont fondamentaux dans ce pays. Deux grands acteurs. C'est la main publique, c'est l'État et l'entreprise. Et entre l'entreprise et la main publique... Ils se sont parlé quand même là. Je trouve qu'il y a eu un... C'est très bien, et les syndicats... L'entreprise a eu une place forte. Et les syndicats font un job super. C'est se parler pour arriver à voir comment à deux on arrive à répondre à cette demande légitime de nos collaborateurs. Il y a deux sujets qui sont des sujets connexes, parce que la crise ukrainienne, vous le dites, vous casse les pattes, hein, ce sont vos mots, casse les pattes des entreprises dans leur dynamique. Il y a un sujet sur la baisse des charges, parce qu'il revient doucement ce sujet. D'un côté, il y a ceux qui disent c'est la main, c'est la puissance publique qui doit accompagner l'entreprise, et vous dites elle est là. Puis il y en a d'autres qui disent c'est très bien, mais il faut aussi nous aider tout simplement à être autonomes, à avoir une capacité de rebond, et ça passe aussi par la baisse des charges, la baisse des cotisations. Qu'est-ce que dit votre réseau ? Qu'est-ce que vous en dites ? Est-ce que vous portez cette idée-là aussi ? Écoutez, moi je l'ai portée il y a des années, puisque j'ai la chance de travailler dans IGE-XAO, XAO Industrie qui a grandi, ça s'appelle IGE-XAO. IGE-XAO, absolument. Dans 22 pays dans le monde. Et puis, vous savez, quand vous avez comme ça. On arrive à comparer, on a un coût de travail qui est très élevé. Un effort est déjà fait, qui est une demande sur les impôts de production, mais de façon très claire. Donc aujourd'hui, il faut absolument, si vous voulez, qu'on travaille aussi sur le coût du travail. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une autre façon de voir les choses. C'est comment faire pour que ce pays retrouve un élan de reconquête, ou accélère son élan de reconquête, parce que c'est reparti. La réindustrialisation de notre pays. On ne peut plus rester à 85 milliards de déficit du commerce extérieur. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des études prouvées. On a identifié 58 produits. Des produits que l'on sait faire chez nous. Je ne parle pas de trucs très compliqués. Qui nous ramèneraient une baisse de nos importations de 120 milliards d'euros et qui créerait 300 000 emplois. C'est ça qu'il faut faire. Aujourd'hui, on est arrivé au bout d'un système, au bout d'une non-sécurité d'approvisionnement. Là, c'est béant, c'est évident. Avec la crise, évidemment, là, c'est comme le Covid, on ouvre les yeux. Mais vous savez quoi ? C'est comme le Covid, c'est comme l'apprentissage. Les planètes sont alignées, il faut y aller. On sait ce qu'il faut faire, et moi j'ai une ambition pour les chambres de commerce, une ambition collective, pas que nous, l'écosystème qui accompagne les entreprises. Accompagnons la France dans ce mouvement. Mais c'est très intéressant ce que vous dites, parce que la CCI a le poids et je dirais la masse critique pour porter cette idée. Vous parlez de 58 produits, ça veut dire qu'au-delà des produits, il faut créer des filières. Je pense aux filières textiles et plein d'autres. Créer des filières, ça veut dire refaire venir des machines,
reformer. Excusez-moi de revenir à la formation, mais dans les milieux industriels, il y a des entreprises qui vous disent, moi, j'ai pas le soudeur qui va bien, j'ai plus le chaudronnier qui va bien, j'ai plus l'électrotechnicien qui va bien. Donc, on n'a même plus les hommes derrière les machines. Oui, mais vous savez, Enfin, on sait former les gens. Et dans tous les cas, si on ne repart pas là-dedans, dans l'anticipation, vous parlez d'anticipation. Voilà. Encore une fois, c'est ce qu'il faut faire. Si on ne repart pas là-dedans, on va louper définitivement un train de la reconquête. Là, vous dites, on a une fenêtre possible pour réimplanter des filières, ou en tout cas des métiers, pour permettre à notre économie de progresser, de créer de l'emploi. Ouais, je dis plus que ça. Je dis, on a les produits, on sait ce qu'il faut faire au commissariat, au plan. On a l'argent, il reste encore sur le plan de relance quelques milliards d'euros. Et surtout, on a l'envie. Voilà. Et dans l'accompagnement, quand on parle des métiers de demain, de l'anticipation, de la réindustrialisation, de la diversification, de la digitalisation, le mot-clé, c'est la formation. Et on a un outil dans ce pays extraordinaire. On fait trop de bashing sur la formation. Et sachez que du côté des chambres de commerce, on forme 500 000 personnes chaque année. Oui, alors il faudrait quand même nous faire un petit éclairage sur la formation, parce que c'est le réseau consulaire qui travaille donc avec quoi, des écoles de formation, des centres de formation. Expliquez-nous comment marche le modèle économique là. Ça fait partie, si vous voulez, partie intégrante du réseau. Oui, des fonctions, des régaliennes, j'allais dire. Voilà, régaliennes des chambres de commerce. Aujourd'hui, la formation, c'est comme l'appui aux entreprises. Sur un budget de 2,5 milliards au global, on met 1 milliard d'euros sur la formation et l'accompagnement RH. Donc c'est un élément massif, c'est 40% de nos ressources qu'on met là-dessus. Accompagnement RH, ça veut dire quoi? Vous faites quoi concrètement? Puisque là, vous êtes dans Smart Job et on fait justement du RH. Qu'est-ce qu'apportent les CCI dans l'accompagnement RH? Écoutez, on apporte des outils. Alors nous, on ne fait pas de négociation, ça c'est les branches professionnelles, les syndicats. D'accord. Nous, on apporte des outils donc aux entreprises pour gérer leur RH. Diagnostic RH. Là, on travaille énormément sur, entre guillemets, la professionnalisation. Vous savez, notre cible, c'est les TPE, les PME et quelques ETI. Celles qui ne peuvent pas se payer des cabinets de conseil parce que c'est compliqué. Donc là, comment rédiger une annonce d'emploi? On nous pose beaucoup de questions sur les salaires, sur des grilles, etc. aussi là-dessus. Oui, parce qu'ils ont besoin de référentiels. Et donc, on a des clubs RH et des entrepreneurs qui se réunissent pour avancer là-dessus. Après, on fait de l'accompagnement digital. On a plusieurs initiatives sur l'emploi et sur l'orientation, les nuits de l'orientation. Ce sont des dizaines de milliers de jeunes qui viennent nous voir pour essayer de déterminer quel sera leur métier de demain. Et on a une superbe initiative, je voudrais en parler 2 petites secondes. Bien sûr, allez-y. 50 000 appels seront passés, c'est un accord qu'on a passé avec Elisabeth Borne. Vous savez qu'on a d'une part des chômeurs longue durée et d'autre part on a des entreprises qui demandent d'employer. Notre chômage structurel. On a la possibilité, ils ont la possibilité de travailler jusqu'à un mois gratuitement dans une entreprise pour se familiariser à l'entreprise et l'entrepreneur rencontrer un collaborateur. Et donc on essaie de faire ce matching. Et ça fait partie des éléments qui sont importants. C'est la rencontre entre quelqu'un qui va embaucher et quelqu'un qui cherche un travail. Avec des contrats engagement jeunes qui ont été signés dès le 1er mars, me semble-t-il. C'est ça. Et qui vont avancer. Je crois que vous êtes aussi dans la boucle sur ce sujet. Il y a les pôles emploi et les missions locales. Et puis il y a l'idée d'accompagner ces jeunes pour les faire sortir d'espèces de vide, de zones grises dans lesquelles ils étaient. De vide, et parce qu'on en a besoin, et parce qu'ils en ont besoin, et parce que ce sont des talents. Parce que chacun a son talent. Et on a besoin de tous. Un mot, parce que j'ai vu que vous étiez exprimé, c'est intéressant, dans l'émission qui nous incombe, sur l'évolution du travail. Parce qu'il y a une crise économique dans laquelle on est en train d'entrer, on le voit, et vous l'avez évoqué. Vous êtes là pour l'accompagnement, mais il y a quand même en même temps des sujets RH intéressants. Il y a la génération Z qui arrive, dans la tech, par exemple, chez vous, qui vous disent, moi, je veux ça, je veux plus ça, et puis j'aimerais bien avoir la semaine des 4 jours, parce que ma vie, c'est aussi le travail, mais c'est aussi autre chose, c'est mon engagement associatif, c'est mes passions. Comment vous vous situez? Parce que j'avais posé la question au patron du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, lors d'une émission délocalisée pour Bismart. Il m'avait dit non. J'ai posé la question à Elisabeth Borne, elle me dit non, la semaine des 4 jours. Qu'est-ce que vous dit votre réseau? Est-ce qu'il y a des gens qui se disent, après tout, c'est peut-être ça l'avenir du travail? Écoutez, moi, on m'a jamais posé la semaine des 4 jours. Ça voilà. Jamais. Mais elle vous traverse l'esprit, cette question, ou pas? Moi, j'aime bien répondre aux questions qui me sont posées. Ah bah là, je vous la pose. La question qui... Non, mais par nos employés, par nos jeunes, je reviendrai là-dessus, je vous donnerai peut-être un avis, mais c'est du sens. C'est le sens. Voilà. Moi, quand je vois des jeunes qui viennent nous voir, ils veulent bien sûr parler de salaire, mais ils disent du sens. Qu'est-ce que je vais donner comme sens à ma vie quand je travaille dans votre entreprise? La deuxième chose qu'on me dit, c'est le partage. Partage des valeurs.
liées au sens, les valeurs, d'accord, non matérielles, et après les valeurs matérielles. Et le partage Beaucoup de la de richesse, parce que ce débat est posé Valeurs aussi. matérielles. On nous pose des questions sur les participations, sur l'intéressement, etc. Voilà les questions qui nous sont posées. Et après, l'autre question qui me posait, la troisième question, la flexibilité du travail. Bien Voilà. sûr. Mais la flexibilité du travail, c'est pas la semaine de 4 jours. Et puis, en plus, dans mon métier, si vous voulez, on compte pas vraiment les heures. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a beaucoup de liberté. Mais voilà, c'est la Oui, c'est flexibilité du travail avec une notion de télétravail renforcée, pas que dans la tech, par le prix du carburant aujourd'hui, qui fait que, quelque part, les collaborateurs vous disent, si tu veux que je vienne tous les jours au boulot, il va falloir sérieusement que tu penses à compenser un peu plus que par quelques euros, donc le prix du carburant. Excusez-moi d'y revenir, mais le choc du pouvoir d'achat qui nous attend, parce qu'on est dans une campagne, il y aura une nouvelle présidente de la République dans quelques temps, ça sera le dossier central, c'est-à-dire la façon dont les entreprises vont être capables, d'absorber le choc, de faire de la rétention de talents, parce que vos talents vont vous dire, et il n'y a pas que des talents dans les entreprises, ils vont vous dire, moi je ne peux pas continuer à vivre dans ces conditions, et vous aurez une pression terrible du haut et du bas. Oui, mais écoutez, il faut y répondre, c'est ça le métier d'un entrepreneur. Et ce qu'il faudrait, c'est que globalement, il n'y ait pas des entreprises qui sont plus fragiles que les autres, qui se fassent complètement récupérer leur personnel, parce qu'elles ne seront pas dans la capacité de répondre à cette demande-là. Il y a une véritable problématique, il faut y répondre, mais encore une fois, si vous voulez, la main visible, c'est pas que l'entreprise, quoi. D'accord? Donc, je crois qu'il faut travailler collectivement. Je crois qu'il faut que nos concitoyens comprennent la situation, un tiers. Un autre tiers, c'est bien sûr l'entreprise et bien sûr l'État. Juste avant de nous quitter, il s'est quand même passé une petite révolution, puisqu'on a vécu avec le Covid un moment historique. Nous n'avions jamais vécu cela. Et on a aussi vécu un moment historique où l'État n'a jamais été aussi présent et où certains décideurs, dirigeants sont devenus keynésiens alors qu'auparavant, ils étaient très libéraux. Est-ce que cette crise Covid n'a pas transformé aussi le mental des décideurs qui se sont dit, après tout, l'État et ses amortisseurs et ce chômage partiel nous ont quand même permis de sauver notre économie? Est-ce que ça ne fait pas réfléchir aussi sur un positionnement? Écoutez, en tout cas, moi... Vous avez évolué sur ce sujet, vous, ou pas, Président? Moi, j'ai constaté... Non, je trouve que... aide-toi, le ciel ne t'aidera pas. Je crois que... Non, mais... Enfin, l'État vous a aidé quand même. Mais oui, parce que c'était une période extraordinaire, peu ordinaire. Quand il arrive un élément de guerre ou un élément de crise, une épidémie qu'on n'a jamais rencontrée, il est normal que, quand on est dans l'exceptionnel, on ait une aide exceptionnelle. Mais après, ça s'arrête. On ne demande pas à être sous perfusion, les entreprises. On a plus d'ego, d'honneur et d'envie que ça. D'accord? Non, on demande à être aidé dans les périodes difficiles parce que nous sommes incapables, qui était le cas de façon extraordinaire. Quand je regarde dans les 22 pays dans lesquels je suis implanté, l'exemple, c'est la France. D'ailleurs, le rebond de la France. C'est vrai, c'était le pari de Bruno Le Maire. Voilà, qui était un bon pari. Voilà, le deuxième bon pari, quand même, c'est le mix énergétique. Parce que si aujourd'hui nous sommes à 5 points d'inflation et pas... C'est lié à notre nucléaire. C'est lié à 40% de nucléaire. Voilà, donc nous, on ne s'est pas habitué à ça. On ne veut pas. On veut être soutenu parce qu'il y a des moments difficiles et notre pays en a besoin, nos collaborateurs en ont besoin, mais après, on demande notre autonomie. Il nous reste une minute. Est-ce que vous avez dit qu'on avait beaucoup de fenêtres ouvertes qui étaient des opportunités pour réimplanter nos industries, pour relancer notre économie dans des secteurs? Est-ce que c'est aussi l'occasion de faire notre virage écologique? Bien sûr. De toute manière, il est évident, le virage écologique. Je dirais, aujourd'hui, c'est de la croissance durable. Et on a de la chance, parce qu'il y a énormément d'industries qui sont devenues propres. On est là-dedans. Et il faut faire deux choses, puisque vous parlez d'écologie. Il faut réimplanter et planter. Il faut planter des produits chez nous. J'étais avec le président de la Chambre d'agriculture. Il y a une demande folle. Un chiffre, la ratatouille nous coûte 800 millions d'euros de déficit du commerce extérieur. On peut la planter chez nous. La ratatouille. La ratatouille. À cause des aubergines. À cause des aubergines, à cause des tomates, à cause des oignons et des poivrons. 800 millions d'euros de déficit du commerce extérieur. On peut faire mieux. Je ne m'empêcherai pas de manger de la ratatouille, je tiens à vous le dire quand même. Mais plantez-la vous-même. Mais plantez donc votre ratatouille. Merci Alain Di Crescenzo, merci. J'espère que vous avez encore le temps de faire des footings, un peu de judo, parce que vous êtes ceinture noire de judo. Oui, alors le judo, un peu moins. Le footing, oui, souvent. Pour continuer à garder la forme et de continuer à accompagner ces 3,8 millions de clients. Voilà, c'est important parce que vous l'avez dit plusieurs fois, c'est aussi une révolution aussi dans le rapport des chambres consulaires. Merci Alain Di Crescenzo, c'était un vrai plaisir de vous accueillir, président de CCI France, avec beaucoup de sujets sur la table et beaucoup de discussions aussi, parce que c'est vrai que vous êtes face à face avec l'État et les pouvoirs publics. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. On termine notre émission avec notre rubrique Fenêtre sur l'emploi. On va parler recrutement et des startups. C'est tout de suite. Fenêtre sur l'emploi avec Now Jobs, l'application qui simplifie vos recrutements.
Fenêtre sur l'emploi, on parle recrutement évidemment, mais on va parler recrutement dans les startups. Oui, parce que les startups recrutent, et peut-être vous êtes jeune diplômé, vous ne pensez pas spontanément aux startups, pensez aux grands groupes, mais il y a aussi des startups très innovantes. On en parle avec Chloé Bourrel. Bonjour Chloé. Bonjour. Ravi de vous accueillir, Head of Talent chez Illinois. Tout à fait. La tête du talent, enfin, c'est comme ça qu'on le traduit. C'est comme ça qu'on le traduit. Ou du talent dans la tête, je ne sais pas si on le fait à l'envers. Vous êtes une entreprise spécialisée dans le recrutement et vous avez donc un vivier, pour le dire simplement, de 10 000 talents. Exactement. C'est pas que des noms et des numéros sur un fichier Excel, c'est bien ça votre stratégie, c'est que ces talents, vous les accompagnez. Oui, tout à fait. C'est complètement ça. En fait, Illinois a été créé du coup il y a de ça 5 ans, dans l'idée de se dire que la base d'une entreprise, et en tout cas pour nous, ce qui fait sa valeur ajoutée, c'est vraiment les personnes. Et donc, pour faire en sorte que ça fonctionne bien, comment mettre les bonnes personnes au bon endroit. Et c'est pour ça qu'on travaille en ce sens aujourd'hui. Et donc, les talents, l'idée, c'est de comprendre qui ils sont de manière fine pour déterminer les bonnes stratégies avec eux et les connecter aux startups. Alors, votre business, parce que c'est intéressant, c'est une jeune entreprise, mais elle a 5 ans déjà, vous êtes jeune, vous l'avez démarré jeune, j'imagine, cette entreprise. Alors, oui, c'est pas moi qui l'ai créée à la base. David Simeoni, fondateur de cette entreprise il y a 5 ans. Auparavant, il bossait dans des banques d'affaires, donc rien à voir. Il s'est rendu compte, en parlant avec plein de fondateurs d'entreprises, que la problématique, le pain était sur ce recrutement. Votre business, c'est qu'évidemment, les clients vont acheter vos services pour trouver la perle rare, le fameux talent, dans les secteurs que vous avez, 10 000, vous avez, j'imagine, beaucoup de secteurs. Quand même, vous êtes venu aussi nous dire, il ne faut pas que ceux qui ont des diplômes de grandes écoles, d'écoles de commerce, oublient les startups. Ils les oublient ou pas? Moi, j'ai l'impression quand même que de plus en plus de jeunes diplômés se disent « Après tout, les startups, c'est pas mal ». Alors, oui ou non? C'est complètement le cas. C'est oui. ça, hein, ça bouge. On le voit de plus en plus, ça bouge énormément. Aujourd'hui, les startups arrivent à mieux parler, à mieux communiquer avec ces jeunes diplômés, déjà parce qu'ils parlent plus la même langue. Il y a une notion de marketing, de branding, de physique finalement, qui plaît beaucoup, de proximité aussi avec les fondateurs, avec les managers. Aujourd'hui, beaucoup de talents jeunes diplômés nous appellent en nous disant nous, on a bossé en grand groupe, alors sans caricaturer le machine à café ou photocopieuse, mais on bosse en grand groupe et donc on n'a pas l'impression d'avoir cette réalité terrain ou cette proximité qu'on peut retrouver plus facilement. Il y a un petit côté ambiance familiale, un peu plus artisanal, un peu plus souple dans la start-up, qui à mon avis rassure peut-être finalement plus que les grands groupes où on est dans un bureau, dans un business unit. Juste quelques mots, parce que vous suivez cette rencontre entre le talent et l'entreprise. Le mode de recrutement, on dit finalement il est un peu différent dans les start-up, ça se passe pas de la même manière. Finalement, comme ça pourrait se passer dans le métier des journalistes, c'est beaucoup plus souple, il n'y a pas de CV, vrai ou pas vrai? Alors, vrai. Peut-être pas à 100%, mais en tout cas vrai. Notamment sur l'aspect d'une adhésion à un fit, à une culture, à des valeurs. C'est hyper important. Ça match ou ça matche pas, quoi. C'est ça. Et on est là-dedans. Et nous, on vient justement créer ce lien entre des talents qui recherchent un petit peu, notamment des jeunes diplômés, qui ils sont à la base. On parle de recherche de sens, quête de sens. D'ailleurs, le sens est assez différent pour chacun. Ouais. Et nous, notre travail va là-dessus. Et avec nos startup partenaires aussi. Qui vous recherchez en termes de valeurs pour pouvoir connecter finalement des cultures plus que des CV. Donc il y a l'idée que ça match, on est dans les valeurs, on est aussi dans l'échange assez humain, parce qu'en général, on a eu beaucoup de startups sur ce plateau, même de belles startups, c'est parfois le patron directement qui recrute. Ouais. Il a besoin de savoir avec qui il bosse. Enfin, je veux dire, on voit le patron en direct, on le sent. Vos talents, là, dans la répartition de ce vivier de 10 000 talents, c'est quoi les secteurs, c'est quoi vos talents et c'est quoi les grosses tendances? Parce qu'il y a un petit peu comme dans la mode, hein, la tendance du motif fleuri, et bien dans les RH et dans le recrutement, il y a aussi de la tendance. C'est quoi les tendances? Peut-être que c'est mon inconscient qui a parlé. Mais c'est quoi les tendances? Ouais. Alors du coup, notre incubateur de 10 000 talents, on a à peu près 15% de jeunes diplômés, ou en tout cas de personnes qui sont passées par cette case-là. On a après des profils plus expérimentés aussi, qu'on appelle donc C-level, qui viennent rechercher leur job beaucoup plus expérimenté. C'est un deuxième job, c'est le grand groupe et on redescend dans start-up ou on va dans la start-up? Alors il peut y avoir ça aussi, le profil grand groupe ou consultant qui commence à vraiment s'ennuyer après 5-7 ans sur un job dans le conseil et qui se dit là j'ai envie de plus connecter avec quelque chose de plus opérationnel. On a ça, et sur les métiers en start-up on recrute beaucoup sur des jobs de sales, donc cette famille
Commerce. Exactement. Parce qu'ils en ont besoin. En fait, les startups, elles ont souvent un très beau produit, une super idée, et en fait, elles ont besoin d'impact commercial. Exactement. Et là, ils ont besoin. Là, en l'occurrence, c'est difficile de recruter des juniors, parce que j'imagine que la startup, elle a besoin de recruter des gens qui ont de la bouteille quand même, et qui savent faire. Alors, oui et non, sur des profils c'est ça. plus expérimentés, mais sur des profils plus juniors, c'est complètement possible aussi. Et d'ailleurs, certaines startups, je pense à Payfit par exemple, une de nos nouvelles licornes depuis janvier 23e, recrutent et est considérée comme une école de vente aujourd'hui. Nous, on bosse pas mal avec eux. Et l'idée, c'est de se dire, OK, je vais prendre des gens parce que je leur fais confiance sur du potentiel, donc des jeunes diplômés, et je les forme pour devenir de bons commerciaux. Donc, on appelle ça SDR, Sales Development Representative, pour ensuite passer Account Executive. Ce qui est intéressant dans la startup, c'est qu'on donne sa chance justement à ces fameux juniors pour les faire grandir dans l'entreprise. Puis un autre élément, je pense que vous allez nous le confirmer, dans l'intérêt des startups, c'est qu'assez vite, ils ouvrent le capital, assez vite, il y a de l'intéressement, assez vite, il y a une partage de la valeur et de la richesse, qui est un débat vraiment dans l'actualité. C'est vrai ou pas vrai, là encore? Je vous fais un peu un test ni oui ni non. Oui, tout à fait. On le voit, et d'ailleurs aujourd'hui, les avantages qu'avaient les grands groupes sur le salaire ou ce genre de choses-là. Bon, déjà le cliché du je bosse dans un garage en start-up, il est révolu, ça on le sait. Mais effectivement, alors ça va dépendre de la taille de la start-up aussi. Une start-up qui est plutôt early, donc petite start-up, va offrir beaucoup de capital, ou en tout cas, plus on évolue, des BSPCE, donc des bons pour exactement. Pour actions, qui permet d'avoir un engagement. La rétention aussi. Et de la rétention, et exactement. Chloé Bourrel, il y a un autre sujet que j'aimerais évoquer avec vous, parce que ça c'est un gros sujet, c'est la question du turnover. C'est-à-dire que cette génération Z, elle bouge beaucoup, elle peut claquer la porte beaucoup, elle peut dire je m'en vais, parce que ras-le-bol, parce que je rêve d'autre chose. Et la start-up, elle en est un peu l'incarnation finalement. Est-ce qu'elle en est la victime aussi, la start-up, de cela, finalement de mouvement assez disruptif qui est compliqué pour une entreprise? Elle en est la victime, et pour pallier à cela, l'avantage aujourd'hui en start-up, c'est vraiment les mobilités internes. On le voit dans pas mal de nos start-up partenaires, où effectivement on est dans cette culture du zapping, du swipe, que sais-je, je ne sais comment l'appeler. C'est la vérité. Donc du coup, comment faire pour pallier à ça? C'est créer des mobilités internes qui vont permettre à quelqu'un, sur un job, donc finalement bouger horizontalement, faire quelque chose de complètement différent. Nous, chez nous, on le fait beaucoup. Je pense à Encore Store, je pense à beaucoup d'entreprises qui finalement permettent aux gens d'évoluer sur des métiers différents. Merci Chloé Bourrel. C'est quoi l'avenir pour vous? Vous voulez rester dans votre entreprise? Vous n'êtes pas faites partie de cette génération jeune qui veut partir, non? Vous êtes installé? Chez Elinoy, ouais. Évidemment installé dans cette merveilleuse entreprise. Et pour moi, le sens, c'est de pouvoir faire en sorte que les gens en trouvent dans leur job. Donc pourquoi quitter? Les talents et les entreprises. Merci, c'est un vrai plaisir de vous accueillir. Head of Talent chez Elinoy. Cette mise en relation entre les talents et les startups de différentes tailles d'ailleurs, parce qu'il y a des petites startups et de très très belles entreprises. C'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. C'est un vrai plaisir de partager ce moment comme chaque jour. Je remercie toute l'équipe, évidemment, Mani à la réalisation, Saïd au son, évidemment, Pauline Gratel. Et je remercie Pauline Gratel une nouvelle fois pour l'accueil invité. Voilà, c'est la fin de notre émission. Je vous dis bye bye et à très bientôt. Et merci à vous sur les réseaux sociaux. Bye bye.